Le califat de l'État islamique en Irak et en Syrie suscite toujours davantage l'inquiétude des pays occidentaux. Alors qu'il est la cible en Irak d'attaques américaines et irakiennes, les États-Unis laissent encore en suspens leur décision concernant d'éventuelles attaques sur les régions détenues par le califat en Syrie. Les USA ont refusé de collaborer avec Damas et avec Bachar el-Assad, pour l'instant, dirait-on. Alors on a cette montée en puissance du califat, le massacre des chrétiens d'Orient, le conflit toujours en cours entre Israéliens et Palestiniens, plus qu'à un choc des empires. Est-ce qu'on est en train d'assister à un choc des civilisations? On va se poser la question ce matin avec vous, Tariq Ramadan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Londres auprès de notre correspondante Catherine Illich. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Vous êtes citoyen suisse, bien sûr, Tariq Ramadan. Ce califat qu'on voit agir jour après jour, est-ce que c'est une menace sérieuse? Il menace les États-Unis. Est-ce qu'ils vont un jour peut-être menacer l'Europe? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut dire et comprendre du point de vue de l'idéologie de ce califat, c'est qu'il faut le condamner. Cette idéologie est une idéologie qui est basée sur une lecture pas simplement littéraliste, mais violente, extrémiste, qui n'a pas le soutien de la quasi-majorité des musulmans à travers le monde. C'est quelque chose de tout à fait marginal. Maintenant, effectivement, il y a un danger parce que malheureusement, il y a une installation, il y a eu des soutiens de pays du Golfe, on le sait au départ, même des soutiens, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il y a eu des soutiens stratégiques également. Est-ce que l'on sait sur le terrain, ce qui a été mis en évidence, c'est que des pouvoirs sur place ont joué avec le feu, c'est-à-dire que vous venez de mettre en évidence que Bachar el-Assad pouvait espérer s'allier aux États-Unis pour pouvoir les combattre, et c'est vrai que sur le terrain, cette installation de ces mouvements extrémistes va en sa faveur, ça lui permet de re-rentrer dans le jeu. La même chose également du point de vue de l'Iran, qui aujourd'hui devient un pion très très important dans l'équation du Moyen-Orient, sans compter malheureusement que pour les États-Unis, comme pour certains pouvoirs étrangers, paradoxalement, l'installation de ces groupes extrémistes est une justification à leur politique de réinstallation dans la région. On peut dire, oui, alors je vous entends bien, Tariq Ramadan, on peut dire, par extension, qu'on les aurait laissés s'installer dans la région, que les États-Unis même auraient laissé ces gens du califat s'installer dans la région par pur intérêt géostratégique. Au fond, on a un peu le sentiment que l'histoire se répète, comme en Afghanistan, comme au Mali avec les Français, l'histoire se répète avec le califat. Il y a un peu de cynisme là derrière, même beaucoup. Il y a un peu de cynisme, mais si on étudie les politiques américaines, que ce soit en Asie, on le sait, pour tous ceux qui ont étudié l'Amérique latine, ils savent que le cynisme américain, c'est pas un scoop. Je veux dire, on n'est rien en train d'inventer. Et puis si on regarde ce qui est en train de se passer par rapport à l'Afghanistan, on le sait. Je veux dire, les faits aujourd'hui parlent. Des personnes comme Ben Laden étaient des agents qui travaillaient avec les Américains. On a permis à s'installer. Mais si on ne regarde que l'équation politique, on se dit mais c'est insensé. Il faut regarder l'équation économique, c'est-à-dire qu'il y a en Afghanistan, il y a le lithium, il y a le pétrole, il y a le gaz. Ce sont des accès très très importants. C'est exactement la même chose en Syrie, en Irak, où quand même, je veux dire, pendant toutes ces dernières années, il faut quand même se rendre compte qu'on a beaucoup plus protégé les ressources pétrolières que les êtres humains. Et puis c'est la même chose au Mali. Quand j'ai pu moi visiter le Mali 5 ans avant l'intervention française, le président malien disait « Je ne comprends pas l'attitude occidentale, c'est comme si on poussait ces gens à se radicaliser, et puis après on le voit, on vient s'installer parce qu'il y a des bassins de gaz, d'uranium et de pétrole dans la région. » Donc il faut qu'on ait une vision un tout petit peu plus large. Maintenant, le vrai problème pour nous, c'est de se rendre compte que parfois, pour des questions économiques, on propose des politiques qui peuvent avoir ensuite des retours extrêmement négatifs, et que nous sommes de ce point de vue-là, aujourd'hui, tous dans une situation, tous les citoyens qui nous écoutent, là, les citoyens suisses qui nous écoutent, il faut aussi qu'on se rende compte de ça, parce que il y a des jeunes qui partent de l'Europe et qui vont dans ces mouvements-là. Ensuite, les gouvernements européens, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, et ça le devient peu à peu en Suisse, nous impose à nos citoyens des politiques sécuritaires, de surveillance qui touchent les libertés des citoyens, tous
les citoyens, pas simplement les citoyens de confession musulmane. Oui, on vous entend, Tariq Ramadan, c'est le Patriot Act aux États-Unis, puis c'est aussi des moyens de sécurité renforcés en Europe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Au fond, mieux surveiller ceux qui partent, etc. Quel est le remède là? Écoutez, d'abord, comme on le voit, les choses sont imbriquées, donc il faut avoir une vision un tout petit peu plus large. Il faut que nous demandions à nos gouvernements d'avoir aussi des politiques beaucoup plus claires sur de qui sommes-nous les soutiens. On ne peut pas, pour des raisons strictement économiques, soutenir des pétromonarchies ou des pays du Golfe. On ne peut pas non plus se taire quand on voit ce qui est en train de se passer en Syrie. On ne peut pas simplement se réveiller quand des chrétiens, on a raison de mettre en évidence le massacre de certains chrétiens et la stigmatisation de population. Mais je veux dire, ça fait des années que vous avez des Syriens, que vous avez des Irakiens qui sont en train de se faire tuer, de s'entretuer, puis nous on regarde et puis on soutient parfois silencieusement des dictatures. On ne peut pas avoir ceci, puis ensuite espérer qu'on n'en payera pas le prix dans nos politiques intérieures. Donc il faut une cohérence d'abord, et puis il faut que nous comprenions que nous sommes des concitoyens et que là, que ce soit moi qui suis un citoyen suisse de confession musulmane avec mes concitoyens de n'importe quelle autre confession ou sans confession, nous en venions également à défendre des principes de dignité humaine, des principes de justice pour les peuples et non pas simplement le silence quand nous défendons uniquement nos intérêts économiques ou géostratégiques. Alors, si on prend le dernier califat, il s'est arrêté en 1924. Là, il y a ce califat autoproclamé depuis le mois de juin 2014. Il va durer combien de temps? Aussi longtemps qu'il y aura du pétrole, Tariq Ramadan? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de. Il va durer le temps du repositionnement sur le plan du Moyen-Orient. Il faut se rendre compte aujourd'hui, nous sommes en train de. Vous savez, moi j'avais pris position contre cet optimisme des printemps arabes. J'ai dit qu'il n'y a pas de printemps arabe pour moi. Il y avait un réveil de la conscience des populations pour leur dignité, mais il y a un jeu politique extrêmement malsain. Et là, on est en train de se rendre compte que dans le repositionnement, vous avez la Syrie, vous avez l'Iran également qui joue un rôle très très important. Vous avez l'Égypte également avec une reprise en main extrêmement ferme des militaires. Vous avez la Libye, vous avez tout le Moyen-Orient est dans un état de déstabilisation. Et il faut savoir une chose, et il faut l'entendre de façon claire. Dans le jeu strictement économique, au Moyen-Orient, la Chine et la Russie étaient en train de l'emporter depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que la pénétration du marché économique du Moyen-Orient a été multiplié par 8 par les Chinois. À l'heure où le Moyen-Orient est déstabilisé et que vous avez un retour à la question sécuritaire, ce sont les Américains qui prennent le dessus. Les Américains sont en avance sur les Chinois sur tout ce qui concerne la sécurité et la surveillance au Moyen-Orient. C'est en train de se passer à l'heure actuelle. Alors, j'essaie de faire un raisonnement, peut-être est-il un peu schématique, mais au fond, l'instauration de ce califat pourrait servir les intérêts des Américains. On l'a dit, ils ont aussi laissé s'installer dans la région et desservir les Chinois. Au fond, ce califat dessert les intérêts chinois dans la région ou russes. On peut dire ça, Tariq Ramadan ? Oui, à l'heure actuelle, c'est-à-dire que toute la déstabilisation du Moyen-Orient aujourd'hui qui impose la militarisation, c'est-à-dire l'armement, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la reprise en main militaire va servir les intérêts américains beaucoup plus que les intérêts asiatiques, indiens ou russes à l'heure actuelle. Les pays du BRIC, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, ajoutez à cela la Turquie qui est en situation extrêmement difficile aujourd'hui, et puis des pays émergents sont en perte de vitesse dans la région sur le plan économique parce qu'il y a une reprise en main qui passe étonnamment, paradoxalement, par la déstabilisation du Moyen-Orient. Et c'est que le pire du cynisme, puisque vous avez parlé de cynisme aujourd'hui, c'est qu'on ne compte pas les morts innocents, les civils. Je l'avais dit il y a 3 ans, si vous vous souvenez de cela, et dans un livre, et à votre radio, sur votre chaîne, je dis, je pense en Syrie que la Russie, comme la Chine, comme d'un autre côté les Américains et les Européens se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord pour trouver une solution en Syrie. 3 ans plus tard, c'est malheureusement une réalité que l'on constate sur le terrain. Alors, vous l'avez dit, ça renforce la présence sécuritaire américaine. Qu'est-ce qui va se passer dans ces prochaines semaines ? Barack Obama va envoyer ses troupes. La présence américaine va s'intensifier en Irak, selon vous ?
À mon avis, vous savez, déjà les Américains sont présents, contrairement à ce qu'on dit officiellement, ils n'y sont pas. Ils ont des brigades. Il faut aussi savoir que sur le plan militaire, il y a également des privés qui s'occupent de la présence américaine, donc des institutions privées qui s'occupent de la présence américaine. Et je pense que ce que nous allons voir dans les prochaines semaines, c'est une intensification de la présence, pas forcément directement visible et militaire, parce que Barack Obama a toujours son opinion publique à gérer, et ce qu'on n'aime pas aux États-Unis, c'est la mort des GIs, ouais. Exactement, on peut tuer autant qu'on veut, il ne faut pas qu'il y ait de mort de notre côté, donc ça va être une présence qui va se repositionner. Toute la question aujourd'hui va être de savoir comment les Américains vont traiter avec Bachar el-Assad en Syrie, comment est-ce qu'ils vont l'intégrer d'une certaine façon, parce qu'il apparaît assez clairement qu'il ne tombera pas de si peu, et que tout ce qui est en train de se passer joue en sa faveur, comme également ce que les Américains voulaient d'ailleurs contre l'opinion israélienne, c'était de pouvoir normaliser quelque peu la relation avec l'Iran, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, l'Iran qui tire les marrons du feu comme Bachar, qui semble être le grand vainqueur, si l'on peut dire, de tout ce qui est en train de se passer. On parlait des chrétiens, on entendait le témoignage très fort d'un prêtre catholique de Mossoul, qui a dû fuir Mossoul, c'était tout à l'heure à 7h20, recueilli par Alexandre Abeille, qui est au Kurdistan. C'est la fin des chrétiens d'Orient, Tariq Ramadan? Non, ce n'est pas la fin, et je pense que le témoignage était émouvant. C'est vrai qu'à un moment donné, on entendait en Occident rester là et ne bougez pas, et lui il le dit, il dit mais les gens en ont marre, comment voulez-vous qu'on reste et qu'on soit ciblé? Maintenant, ceci, il faut le dire avec force, il y a des discriminations, et ces populations sont ciblées, et ça n'est pas acceptable, il faut que la conscience musulmane le dise, il faut que la on conscience entend peu de musulmans, politique j'allais le dire, hein. On entend peu de musulmans s'inquiéter du sort des chrétiens sur place. Vous avez raison, ce n'est pas suffisant, parce que en l'occurrence, beaucoup de musulmans disent mais on ne dit rien quand les musulmans sont morts, et tout à coup on devrait s'émouvoir quand les chrétiens se font tuer. Il faut qu'on soit de ce point de vue-là extrêmement clair, il faut une condamnation de ce qui est fait. Maintenant, ce qu'il faut dire également, il faut l'entendre aussi avec force, c'est que vous avez certains dictateurs, c'est vrai du cas de Bachar el-Assad, c'était vrai auparavant du dictateur Moubarak ou de Sadat même, qui jouent parfois la carte chrétienne en ciblant ou en laissant des populations se faire atteindre pour émouvoir la conscience occidentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils deviennent un élément où tout à coup personne n'avait entendu parler des Yazidis et tout ceci. On laisse faire, on provoque le conflit, et ça met en évidence ou ça permet d'émouvoir la population en Occident en disant les chrétiens sont attaqués. Alors, loin de moi l'idée de diminuer ou de ne pas reconnaître ceci. C'est une évidence, il y a des discriminations, mais il faut faire attention à ces dictateurs qui, en se présentant comme Bachar el-Assad, comme le défenseur des chrétiens, veut également aussi se présenter, alors ou à d'autres d'ailleurs, même en Irak, veulent se présenter comme ceux qui sont aux avant-postes de la résistance à des fous qui voudraient les tuer. Les chrétiens ont souvent été des éléments d'une espèce de chantage à l'affectif vis-à-vis de l'Occident. Et ce qui serait bien en Occident aussi, également, c'est qu'on se dise une chose: un être humain, qu'il soit arabe, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit palestinien comme israélien, a la même valeur, et qu'on ne peut pas s'émouvoir quand une personne qui a notre couleur ou qui est de notre religion meurt, et qu'on ne s'émeuve pas du reste. Ça devrait être, c'est ça finalement la déclaration universelle des droits de l'homme, la dignité égale de tous. Tariq Ramadan, on va passer à la lecture de la presse dans un instant, mais vous qui êtes à Londres et qui avez souvent prôné le modèle anglais d'intégration, quand même une question sur l'actualité de ces derniers jours. Le bourreau du journaliste américain égorgé James Foley semblerait être ce fameux rappeur d'origine britannique. Est-ce que là vous devez pas revoir vos analyses sur le fameux modèle d'intégration anglais? Non, moi je n'ai jamais prôné le modèle dans tout ce que j'ai dit que dans chaque modèle d'intégration, que ce soit le suisse, le français, le britannique ou l'allemand, il y a des avantages et des désavantages. Je suis très critique par rapport à la façon dont aujourd'hui on cloisonne ethniquement ou religieusement les populations. Je n'ai jamais prôné ceci, et je pense qu'en l'occurrence, aujourd'hui il y a de grands problèmes ici, beaucoup plus subtils que ce que l'on entend autour de la question laïque en France, et donc j'ai
moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pas de comparer les modèles, c'est de comparer un modèle avec les valeurs qu'il défend. Et entre ce que les Britanniques défendent et ce qui se passe sur le terrain, il y a de vrais problèmes sur la question scolaire, sur la question de l'intégration par l'emploi, sur la question de l'intégration des femmes de la même façon. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne avec ce jeune homme qui est parti, comme certains partent de Belgique, comme certains partent de France, comme certains partent d'Allemagne, eh bien ça, il faut le condamner. Il faut mettre en évidence que les dérapages d'une personne ne peuvent pas remettre en cause des politiques générales. Et donc, en l'occurrence, s'il est vrai qu'il doit y avoir une condamnation, que ces jeunes, encore une fois, il faut qu'on sache qu'ils sont tout à fait marginaux par rapport aux populations, par rapport aux Britanniques. Ils sont condamnés par pratiquement toutes les organisations musulmanes dans tous les pays que j'ai cités, et par moi-même maintenant, et que, encore une fois, cette propagande violente et extrémiste, c'est pas simplement en critiquant les modèles d'intégration, mais c'est en faisant un vrai travail sur la question religieuse dont les musulmans doivent s'occuper, c'est de véritablement avoir un discours clair sur elle est littéraliste, elle est violent, elle est les extrémismes violents, mais en même temps une politique sociale, une politique éducative, une politique, vous savez, du sens de l'appartenance. Vous pouvez pas pendant toute l'année tenir des discours à des populations qui sont vos concitoyens en leur demandant quand est-ce que vous allez vous intégrer, quand est-ce que vous serez un des nôtres, pour que quand un dérape en disant je ne suis pas un des vôtres, je vais vous montrer que je n'en suis pas, pour remettre tout en cause. Il y a un vrai problème, non pas simplement dans la législation, mais c'est dans l'entretien du discours. Et en Suisse, aujourd'hui, l'UDC entretient ce discours qui est systématiquement de faire de leurs concitoyens de confession musulmane ou de leurs résidents l'autre qui est le danger. Et quand l'autre est le danger, forcément vous allez avoir des personnes qui dérapent. Il faut les condamner, mais il faut aussi condamner en amont le discours qui produit l'altérité, qui produit la différence et qui produit la stigmatisation. Tariq Ramadan, il nous reste quelques minutes pour parcourir quelques sujets issus de la presse suisse, justement. On a d'abord Caritas, Georges Pop, qui demande à la Confédération d'être moins frileuse et d'accueillir 5000 réfugiés syriens. Ça, c'est à lire dans le Courrier. Oui, Caritas rappelle qu'en 1956-57, lorsque les chars soviétiques sont entrés dans Budapest, la Suisse a accueilli jusqu'à 11 000 réfugiés hongrois. Bien sûr, c'était l'époque de la guerre froide. Pendant la crise du Kosovo, lors de laquelle plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées de force, la Suisse a accueilli plus de 53 000 ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie. Alors il est vrai que la Suisse aujourd'hui manque de capacité d'accueil, mais c'est le résultat, il faut s'en souvenir, nous dit le journal, d'une volonté politique qui date notamment de l'époque où Christophe Blocher était conseiller fédéral. Alors Tariq Ramadan, on va réagir brièvement à chaque sujet parce que le temps nous est compté. 5000 réfugiés syriens, ça vous paraît possible de les accueillir en Suisse ? Mais bien sûr, je pense que la dignité de la Suisse, ça a été d'accueillir tout ce dont on a parlé, ça a été d'accueillir les Tunisiens, ça a été d'accueillir les Tibétains quand ils ont été et qu'ils sont encore aujourd'hui. Et de la même façon, on peut faire cet effort-là. Je pense que c'est notre dignité en tant que Suisse de mettre en évidence que nous sommes du côté de ceux qui sont opprimés. Alors on a à ce propos de l'accueil des réfugiés une motion qui se profile du côté du vice-président de l'UDC, monsieur Eric von Siebenthal, qui est un Bernois, qui dit qu'en tant que pays chrétien, la Suisse, donc, c'est notre devoir de traiter en priorité les demandes d'asile déposées par des chrétiens quand leur vie est en danger. Une motion devrait être donc peut-être déposée même devant les chambres pendant la session d'automne. Votre réaction à ça ? Elle est la réaction d'un citoyen indigné. On donne le refuge à n'importe quel être humain qui est en danger. Depuis quand pose-t-on la question de la religion à l'entrée ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de renvoyer ? Alors encore, c'est des gens qui ensuite viennent nous reprocher à nous, leurs concitoyens, d'être trop musulmans pour être de bons Suisses. Et bien là, je trouve que c'est un mauvais Suisse qui fait de la discrimination à la religion. La prévision d'achat par la Suisse d'un drone militaire israélien de reconnaissance provoque une fronde à gauche. Georges Pop, l'armée, écrit l'hebdo, l'armée est dans ses petits souliers. 2400 morts palestiniens, forte médiatisation de cette énième guerre asymétrique. Israël, du coup, est jugé parfois infréquentable. Du coup, le département d'Ouly-Morher est sur la défensive. Mais Thomas Surter, UDC Chafouzois, président de la commission de politique de sécurité du Conseil national, reste favorable à l'achat de ces drones, les meilleurs sur le marché. Selon lui, il est vrai qu'à l'exemple du Brésil, qui a déjà acheté ces drones avant, il est vrai, la bataille que l'on a connue, il a acheté ces drones israéliens pour assurer la sécurité de la Coupe du Monde de football. Peut-on se permettre en Suisse d'acheter ces drones israéliens, Tariq Ramadan ?
Écoutez, vous venez de parler des mesures économiques qui sont celles d'une sorte de boycott, ou en tout cas d'un arrêt pour ce qui concerne l'Ukraine et la Crimée. Et on le fait par rapport à nos intérêts, parce que c'est dans l'air du temps. Et on ne le fait pas par rapport à Israël. Est-ce qu'on ne vient pas de voir ce qui s'est passé avec cette armée israélienne qui a produit un massacre, en l'occurrence, à Gaza? Je pense qu'on devrait conditionner notre commerce et nos relations économiques, par exemple, avec l'une des choses, Jean Ziegler, au niveau des Nations Unies, l'a dit avec force, il n'est pas le seul, conditionner les achats à une chose qui est claire, c'est la levée du blocus de Gaza, parce que aujourd'hui c'est ça qui est en jeu, et Israël, qui est aujourd'hui a accepté un cessez-le-feu et qui s'arrête, n'a pas accepté de lever ce blocus, et ce blocus, ça veut dire pas d'accès de nourriture, pas d'accès de médicaments. Alors on va simplement aujourd'hui donner l'accès aux soins de première nécessité, mais la reconstruction du pays, comment peut-on traiter avec un pays qui vient de tuer 2200 personnes, dont 70%, 70% de cette population qui a été tuée, ce sont des civils, des femmes et des enfants, sans compter les 14 000 blessés dont certains sont atteints à vie. On ne peut pas, ça n'est pas digne de notre... Autant faut accueillir les réfugiés, faut savoir se lever en face d'armées qui tuent dans le déni du droit et du sentiment de la communauté internationale. Voilà, un propos très clair sur Israël et le boycott. On termine avec un, voire même deux, si on a encore le temps, sujets qui n'ont rien à voir avec le Proche-Orient. Les Suisses vont voter en septembre, le 28, sur l'instauration d'une caisse publique. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. On va d'abord écouter l'article Patrick Chaboudet. Un débat très animé dans les quotidiens alémaniques à ce propos. Oui, avec ce matin dans la Berner Zeitung la prise de position de Jacques Dehaller, l'ancien président de la FMH, la Fédération des médecins suisses. Il est favorable à la caisse unique. Elle ne permettra pas forcément une diminution des coûts de la santé. Avec le vieillissement de la population, ils sont condamnés à augmenter, mais il y aura, dit-il, moins de bureaucratie tatillonne, davantage d'équité également pour les patients qui ne seront plus perçus comme des bons ou des mauvais risques. Et pour lui, la caisse unique garantit mieux le libre choix du médecin que le système actuel. Voilà, votre avis là-dessus, vous êtes suisse, peut-être plutôt de gauche, on l'entend, vous citiez Jean Ziegler, Tariq Ramadan, la caisse publique, la caisse unique, c'est bon ou pas pour les citoyens suisses? Écoutez, moi j'aurais beaucoup de choses à dire sur la question de la santé en Suisse, mais je pense qu'on peut aller dans ce sens-là, parce qu'effectivement, ce que ça permet, c'est peut-être moins de stigmatisation des malades et plus de choix. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y en a d'autres à faire très très profondément par rapport à la façon dont on traite les malades ou les patients, même s'il faut le reconnaître, la Suisse, de ce point de vue-là, est en avance sur beaucoup d'autres pays. Peut-être la Grande-Bretagne où vous vivez, c'est ça que vous voulez dire aussi? Non, il y a aussi d'autres types de problèmes. On est loin de l'idéal, non. Merci beaucoup. On voulait parler de football encore parce qu'on sait que vous êtes un fan de foot, mais bon, voilà, on n'aura pas le temps, tant pis. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Londres chez Catherine Illich, Tariq Ramadan, islamologue, professeur d'islamologie. Bonne journée, merci. Merci à vous.